Merci de nous rejoindre sur le débat Convainc-moi dimanche 23 mai. Et ça va être dans quelques jours. Le président Patrice Talon va prêter serment pour un second mandat et va s'engager alors sur donc, de grands chantiers de développement, que ce soit au plan politique, au plan social, au plan éducation, mais surtout et également au plan environnemental où d'énormes défis attendent le chef de l'État, vu déjà la politique menée les 5 dernières années. Patrice Talon devra donc s'occuper des questions de préservation de la biodiversité, de l'amélioration du cadre de vie, des questions d'application des tests, ensuite la lutte contre les sachets plastiques et bien d'autres domaines. Les zones humides, c'est beaucoup, c'est assez vaste et bien sûr les chantiers ou les défis à relever dans ce domaine, mais comment cela pourra réellement être bien sûr fait pour une réussite? Quelles sont les propositions nécessaires à faire donc pour que ce mandat soit réussi au plan environnemental, parlant donc de la gouvernance environnementale et bien sûr à mettre en place dans le domaine et bien sûr de la préservation des ressources naturelles. Nous en parlons aujourd'hui avec une experte en gestion des zones humides, spécialiste et bien sûr de gestion environnementale, docteur Estelle Brun, enseignante chercheuse à l'université de Abomey-Calavi. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci également ce matin donc d'être avec nous, partager avec nous vos propositions donc pour une gouvernance environnementale réussie pour ce second quinquennat. Mais d'abord, quel est votre regard sur la politique menée au plan environnemental les 5 dernières années? Ok. Je vous remercie beaucoup pour m'avoir invité sur votre plateau. Tout le plaisir fut pour moi, franchement. Et à l'entame, permettez-moi d'abord de remercier le président Patrice Talon pour sa gouvernance passée et qui va encore entamer dans les jours prochains. Là, vous avez noté beaucoup de notes de satisfaction. Exactement. Beaucoup de notes de satisfaction. Parce que, certes, il a embrassé beaucoup de domaines et ça concerne les réformes sur tous les plans. Aucun domaine n'a été laissé pour compte. Donc pour ça, je le remercie beaucoup. Et surtout le domaine environnemental. Non, il a fait vraiment un travail à ce niveau où je tire chapeau au ministre du cadre de vie. Sincèrement. Bon, le domaine environnemental a été revu. Les tests, les anciens tests ont été revus. De nouveaux tests ont été revus, si bien que ils ont mis en place des stratégies pour pouvoir aboutir à leur PAG, à leur programme d'action du gouvernement, sincèrement. Même si ce n'est pas parfait. Aucun être humain n'est parfait sur la Terre. Donc, il y a des choses encore à revoir. Maintenant, il va falloir réellement appliquer dans le domaine environnemental, en ce qui concerne la politique environnementale au Bénin, les tests. Pour ce mandat-ci. Donc, vous parlez du PAG, volet environnement. Pour donc le quinquennat 2016-2021. Alors, vous avez noté que des tests ont été revus. Mais en dehors de ça, qu'est-ce qui explique, quels sont les autres chantiers réussis et qui suscitent votre admiration et votre satisfaction? Vous savez, concernant les routes, s'il n'y a pas de route là, il n'y a pas de développement. Hein. Parce que si vous pouvez parcourir au moins 1 heure de temps pour pouvoir satisfaire un client ou bien un marché pour revenir, alors que dans le temps, vous allez passer plus de 2 heures, 5 heures de temps, vous voyez. Donc, il y a beaucoup d'actions qui ont été mises en place, surtout les routes. Ça là, c'est vraiment capital. Vraiment capital pour un développement d'un pays. Sans les routes, il n'y a pas de développement. Regardez si nous sommes sur les pistes rurales et une bonne dame veut accoucher et la distance est longue. Alors qu'elle va parcourir des distances avant d'atteindre l'hôpital avec des secousses par-ci, par-là. Elle peut accoucher sur la route avant d'arriver au point final, qui est l'accouchement. Et c'est grave pour sa santé. Donc, sur tous les plans, pour les activités humaines,
pour le marché, le cadre de vie. Le cadre de vie, ça a été vraiment assaini. Regardez, même les actions vont commencer même aujourd'hui, le 14, sur la berge lagunaire de Cotonou. Le ministre du cadre de vie a donné un ultimatum. Ça là, franchement, j'avoue que sur le plan environnemental, beaucoup d'efforts, beaucoup d'actions ont été entreprises par le gouvernement. Sincèrement, ça là, je l'avoue. Maintenant, là où ils ont trébuché un peu, j'ai dit... Donc les fausses notes maintenant. Les fausses notes. Les fausses notes, ils n'ont pas mis réellement en action. Et il y a un certain nombre de choses qui ont été... Bon, je ne sais pas si c'est de la légèreté ou bien il faut du temps. Comme je le dis, il faut du temps pour appliquer. Mais il va falloir maintenant que ce quinquennat-ci, ce second quinquennat, on applique effectivement les tests. Donc d'où la pertinence des propositions à l'endroit du gouvernement. Exactement. Parce que 3 ans, 4 ans, c'est déjà bon, même si ce n'est pas trop. Mais c'est pour ça que j'insiste toujours sur la sensibilisation. La sensibilisation, ça a une connotation vraiment importante pour pouvoir booster ou propulser un développement sur le plan environnemental. D'accord. Sans la sensibilisation, on ne peut jamais partir. C'est pour ça que je parle de la sensibilisation au moins 3 mois, 4 mois, chaque 3 ou 4 mois. Donc en une année au moins 4 fois, bien 5 fois, sensibiliser, c'est déjà bon. Donc si on peut faire ça, si commence maintenant, si on peut faire la sensibilisation, surtout sur le plan environnemental, concernant les sachets plastiques, concernant les zones humides, concernant ceux qui occupent les exutoires naturels des cours d'eau, tout ça là, je pense que instaurer maintenant une éducation environnementale, je pense qu'on peut maintenant appliquer réellement, sans faille, une lutte sans merci pour pouvoir punir les pollueurs-payeurs. Donc, si je comprends, vous avez noté donc beaucoup d'améliorations dans la gestion de l'environnement, mais quelques fausses notes, notamment la politique menée par rapport donc à l'application de la loi portant interdiction, distribution, production, commercialisation des sachets plastiques non biodégradables. Alors, donc vous faites des propositions dans ce sens alors. Et concernant justement cette loi, qu'est-ce qui explique alors cette difficulté ou les difficultés dans la mise en application de cette loi? La répression vous savez, comme je le dis toujours, s'il n'y a pas une éducation environnementale, ça ne peut pas aboutir. C'est pour ça que je parle toujours de la sensibilisation à outrance. Il faut mener une sensibilisation à outrance pour pouvoir convaincre les gens sur le terrain. Sur le terrain, la sensibilisation dont moi je parle là, il faut aller d'abord aussi sur le terrain, aller à la radio, faites des publicités à la radio pour montrer l'importance ou bien l'impact que ces sachets plastiques pouvaient avoir sur la santé des êtres humains. Vous comprenez? Il faut toujours ressortir cet aspect-là. Si on arrive à ressortir cet aspect, au moins 3 mois, bien 4 mois, télé, radio, par les crieurs publics pour montrer que ça impacte davantage la santé de l'être humain et surtout de la femme. Alors là, ça peut booster. Si on peut commencer par la sensibilisation à outrance pour cette année-ci, je pense que ça peut booster sur tous les plans. Oui, mais est-ce que cela se résume à une sensibilisation, comme vous le dites, ça fait quand même des décennies qu'on parle des sachets plastiques et non seulement ça. Est-ce que l'État, je ne parle pas du régime forcément, mais est-ce que l'État même ne fait pas de cette lutte en fait un combat assez hypocrite? Parce que l'État interdit, le test existe, promulgué par le chef d'État depuis 2017-2018, mais on laisse encore entrer sur le territoire national ces sachets. C'est ça. Alors, comment on l'explique? Est-ce que ce n'est pas un combat hypocrite de la part de l'État? Bon, ça là, est-ce que c'est un combat hypocrite? Je pense qu'il veut prendre un peu du recul pour pouvoir bondir une fois coup de bon. C'est mon analyse personnelle, ça. Parce que, moi, je le dis toujours, là où ils ont failli, je l'ai dit. Mais sans ne pas pouvoir fermer
les grandes usines, les circuits où ça vient au Bénin là, ça on ne peut pas aller. Donc il faut d'abord fermer ces circuits-là, d'abord, avant de se rabattre sur la pauvre dame qui vend ces sachets-là à peine 5 000, 10 000 pour. Si on arrive à fermer ce circuit, avant de fermer ce circuit, expliquer, donner d'autres approches à ces gens qui vendent, qui produisent, qui commercialisent, ces sachets plastiques d'abord. Informez-les davantage et dites-leur que ça nuit dangereusement à la santé de l'être humain. Eux-mêmes qui produisent là, quand ils le font là, regardez la fumée, bien l'odeur que ça dégage. Ce n'est même pas bon pour leur santé d'abord. Si on ne part pas de là pour montrer l'impact négatif que ça là peut avoir sur la santé de l'être humain au Bénin, ça ne peut pas aboutir. C'est pour ça que toujours, dans mes interventions, je parle toujours de la sensibilisation à outrance. Parce que le Béninois n'est pas encore apte à capter cet aspect-là. Parce que pour lui, avec 5 francs là, on peut acheter le sachet. Alors que ce que le gouvernement veut, il faut au moins avoir 100 francs ou bien 50 francs, mieux 200 francs pour l'acheter. Est-ce que le panier de la ménagère est assez consistant pour pouvoir le faire? Est-ce qu'on ne peut pas mener d'autres luttes là pour pouvoir rabattre le prix au niveau... Ça débouche alors sur d'autres limites dans l'application de cette loi. Oui. Le niveau de pauvreté aussi. Le niveau de pauvreté, je suis d'accord. Mais le gouvernement n'a pas eu le temps d'analyser tous ces paramètres-là avant de se jeter là-dessus. Moi, je le dis. Donc, ceux qui sont sur le dossier n'ont pas eu le temps. Donc, il faut une relecture Non, relecture, je suis d'accord. Parce que... De la loi oui, ça là, je l'ai dit ici. Il faut une relecture totale de la loi. Parce qu'il y a des trucs là qu'on doit encore revoir. Comment est-ce que la bonne dame, certes, après mon intervention la fois passée, le ministre du cadre de vie a voté la loi concernant la détection des machines qui peuvent montrer identifier ces sachets plastiques dont on parle. Est-ce qu'au Bénin, là, on a tous ces sachets plastiques ici? Orso biodégradable, biodégradable, photo biodégradable, tout ça là, est-ce qu'on a ça ici? Je ne pense pas. Donc, moi, je pense qu'il faut une relecture totale de la loi. Certes, la nouvelle loi a mis en place de nouvelles méthodes pour pouvoir aboutir à ça. Mais il faut toujours une relecture. Parce que le Béninois lambda n'a pas encore compris réellement ce que veut le gouvernement. Ça, moi, je le dis. Moi, je le dis. On dit qu'on va faire des sachets à base de la jacinthe d'eau, des espèces végétales. Moi, je suis d'accord. Moi, mon approche a été quoi? J'ai proposé à la place des sachets plastiques, au lieu que les gens achètent les trucs concernant les sachets à la place de ce que l'État propose là. Il y a les emballages végétaux qui sont là, à vil prix. Il va juste falloir faire un vaste reboisement, un programme de reboisement consistant de ces plantes-là, comme Thalia, Welchichi, et les feuilles de banane, les tecs, la jacinthe d'eau. Il va falloir faire vraiment un vaste programme sur ces gens, sur ces plantes-là, sur ces essences de plantes-là, et ça va aller. Moi, je propose... Retourner aux anciennes pratiques. Oui, exactement, c'est mieux. Et là, en même temps, ça guérit. Quand vous prenez, vous voyagez, vous prenez de la nourriture, par exemple, à Kassa ou bien les boules de choses là, que les gens vendent dans les feuilles là. Ça a des vertus thérapeutiques pour la santé humaine. On oublie ça. Ça guérit beaucoup de maux. Lorsqu'on a ces pâtes-là emballées dans des feuilles. Voilà. Pour les espèces végétales, quand on utilise celle-là pour les aliments, ça a des vertus thérapeutiques sur la santé humaine. Ça guérit beaucoup de maux. C'est les populations qui sont sur la voie et dans les pays reculés, dans les villages reculés, les populations rurales, je vais dire, quand on veut voyager, voilà. Elles savent très bien que l'utilité de ces plantes-là
elles savent très bien l'utilité de cette plante-là. Et vous n'allez jamais voir, allez et dans les villages pour voir, vous n'allez jamais voir la population riveraine mettre des choses dans des plastiques là, dans des sachets là pour boire. Jamais. Au contraire, c'est dans les emballages végétaux qui mettent ça d'abord avant de mettre ça dans les sachets. D'accord. Donc, dans ce domaine précisément, vos positions, c'est qu'il faut renforcer la sensibilisation. La sensibilisation. Et la proposition que je fais, c'est quoi? C'est adopter les emballages végétaux à la place des sachets plastiques. Voilà. Là, il va falloir que le ministre du cadre de vie, avec son directeur, ou bien ses directeurs sectoriels, pense à ça pour faire un vaste programme de reboisement. C'est simple, hein, ce que je dis là, c'est simple. Hein. C'est simple. Hein. On prend une zone ou bien on met des choses en place dans chaque commune ou bien arrondissement. Et puis on met des plantes, un vaste programme. Parce que les populations savent bien qu'avant de mettre les nourritures dans ces emballages végétaux là, il faut d'abord un pré-traitement. Elles le font, les populations le font d'abord. Donc, je pense que la loi a été bonne, mais il va falloir encore recorriger certaines erreurs, une relecture totale de la loi. Une relecture totale. Et pour que les sachets plastiques n'abondent plus notre pays là, il ne faut plus faire de dénomination. Il ne faut plus faire de dire que ça là c'est osso, ça là c'est biodégradable. Non. Donc non au sachet simplement. Non simplement au sachet plastique en République du Bénin et ça va aller. Là, il va falloir faire un vaste programme maintenant de reboisement pour ces essences de plantes-là, pour pouvoir aller plus loin. C'est ce que moi je propose. Hein. D'accord. Alors, autre domaine aussi, les zones humides, ça c'est surtout votre spécialité. Oui, vous voyez. Là, moi j'ai la chair de poule. Quand on parle surtout des zones humides là, j'ai la chair de poule au Bénin. Regardez, depuis que la loi a été votée, a été mise en application, nous sommes toujours à l'étape de protection et de conservation. Ça pose un réel problème. Le ministre du Plan est là, non? En collaboration avec le ministre du Cadre de vie, on peut mettre des gens sur ça pour élaborer des politiques, rechercher des cadres compétents, des chercheurs compétents pour pouvoir faire ce travail-là. Les pays qui ont fait là, ils n'ont pas de tête, ils n'ont pas trois têtes. Il va falloir repenser maintenant la gestion des zones humides au Bénin. C'est ça qui cause beaucoup de problèmes. Parce que nos poissons sont contaminés. Les ressources halieutiques sont contaminées. Vous comprenez? Donc, si la population peut penser, peut revoir ça avant que les 5 ans ne finissent là, faire un vaste programme concernant la valorisation des zones humides, je pense que on serait aussi à l'étape d'autres pays qui nous ont déjà dévancés. Alors que nous avons des ressources, on a des ressources. Regardez pour le marché de Glo, combien ils ont mis pour pouvoir dégager les chances là. Si on pense, il suffit juste de décider, c'est tout. C'est une volonté. Une volonté pour le faire. Enfin, une priorité. Oh oui. Alors, mais si aujourd'hui vous parlez de cette, en fait, je ne dirais pas forcément une mauvaise gestion de ces zones humides, mais aussi les actions ne sont pas à la taille des défis aujourd'hui. Pourtant, il y a assez de cadres comme vous dans l'administration. Bon, vous savez, comme je le dis toujours, c'est la politique. C'est la politique. Mais s'il n'y a pas, je le dis toujours, s'il n'y a pas une symbiose... Les compétences ne manquent pas du tout. Les compétences ne manquent pas. Est-ce que tout est question de moyens? En fait, est-ce que tout est question de... Non, là, je ne peux pas parler de moyens. Non. L'État béninois, s'il décide, là, il va le faire. C'est juste une volonté. Mais ça pour une priorité. Je décide, cette année ou bien dans 2 ans, là, on fait un programme pour valoriser nos zones humides. On choisit les sites Ramsar. On ne peut pas faire tout en même temps. Mais on choisit un pour voir ce que ça va donner. On analyse d'abord, avant de continuer le reste. Parce qu'au total, nous avons au moins 4 sites Ramsar. 2 au nord et 2 au sud. On commence par le sud d'abord. On peut prendre le site 1017 d'abord, par exemple. On finit ça là d'abord. Et après, on analyse ce qu'on a vu. Avant de continuer le reste. Pour voir si ça peut nous avantager. On ne peut pas embrasser en même temps tout. Mais il faut aller mollo, mollo.
Donc, on ne peut pas dire que ce sont les ressources qui nous manquent, les moyens qui nous manquent ici, non. Il suffit juste de mettre ça pour une priorité et c'est tout. Comme on l'a fait pour les sachets plastiques. On a commencé doucement pour les sachets plastiques. Donc, dans ce domaine, quand on parle de la valorisation, on y met quoi concrètement? Rapidement pour qu'on puisse comprendre. La valorisation dont je parle là, il faut donner une valeur ajoutée. Donner la valeur ajoutée pour nos zones humides, c'est quoi? Élaborer des politiques. Tout ça là, ça part d'une élaboration de politiques. Et pour le faire, il faut des stratégies. Pour le faire. On ne jette pas sur ça pour le faire. Il faut analyser d'abord les ressources végétales qui sont sur la zone humide. Analyser, ça veut dire quoi? Faire un relevé phytosociologique. Un relevé phytosociologique pour voir d'abord ce que ça donne. Et c'est pour ça que je dis, on prend d'abord un site, Ramsar, pour le faire, pour voir la diversité biologique qu'il y a sur ça d'abord, avant de continuer. Mais si vous finissez là, analysez la pédologie du sol. Vous comprenez? Très souvent, ce sont des zones hydromorphes. Très souvent, ce sont des zones hydromorphes. Mais il y a d'autres sols. Vertisols, par exemple. Analysez ça là, pour voir si le sol, est-ce que la texture du sol est déjà contaminée dans la zone. Ça veut dire quoi? Est-ce que les gens ont utilisé beaucoup de produits chimiques dans la zone? Est-ce que ça peut affecter les plantes qui sont là-dessus? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que à des moments donnés, au nord là, quand les gens achètent les maïs, les produits céréaliers, par exemple, là, et ils mettent ça au moulin pour le faire, ils mangent, ils meurent. Est-ce que ce n'est pas... Ça arrive plusieurs fois. Les cas d'intoxication. Est-ce que ce n'est pas lié à ça? Si la zone est trop... il y a trop de produits chimiques qui ont été utilisés dans le temps pour la zone là. Ça peut impacter la santé de la femme, des êtres humains. Et puis, toute une vie peut partir, toute une famille peut partir. Vous comprenez? C'est pour cela qu'on recommande toujours aux bonnes dames qui veulent aller au moulin pour écraser le maïs. Quand elles achètent le maïs, de laver ça d'abord 2 fois, de cesser ça pendant 2 jours avant d'aller moudre. Oui. Parce que vous ne savez pas le sol sur lequel les gens ont produit. Maintenant, si le sol est impacté, le sol a reçu trop de produits chimiques, et vous ne savez pas, vous allez écraser, et après, toute une famille va partir. Donc, il faut analyser tous ces domaines-là pour voir si la ressource humaine, est-ce que c'est déjà contaminé? Est-ce qu'elle est encore productive? Avant de passer à appliquer les méthodes dont j'avais eu à parler dans le temps ici. D'accord. Donc, on fait d'abord un inventaire floristique. D'abord. Et il y a des espèces spécifiques pour chaque zone. Il y a des espèces qu'on doit conserver pour chaque zone. Donc, ce n'est pas tout qui serait détruit. Quand vous comprenez, est-ce que la plante-là, c'est inscrit sur la liste de l'USN au Bénin? Tout ça, là, il faut voir ça, là. Et voir le nombre de plantes, d'espèces végétales qui a été affectées. Mais est-ce que tout ça ne se fait pas aujourd'hui? C'est ce que vous le dites. Bon, il y a des techniques, il y a des méthodes de conservation maintenant. Il y a des méthodes, mais c'est... Regardez nos forêts sacrées, les forêts classées là, c'est toujours en disparition. C'est toujours en disparition. Parce que les gens veulent toujours exploiter la terre. Puisque l'agriculture est la base de l'économie béninoise. Ou bien au Bénin. Bien sûr. Donc, tout le temps, qui veut produire là, on a tout besoin. Vous avez des structures importantes, des superficies importantes pour le coton, par exemple, et d'autres cultures. Alors, donc, il va falloir... Bon, je pense que l'État, il suffit juste de mettre ça en priorité pour aboutir à ça. C'est pas quelque chose de difficile. Si on met ça en priorité, c'est pour ça que je le dis, pour que son second mandat, là, il pense à ça, là. Valoriser les zones humides. Certes, ça demande beaucoup de moyens, mais si on a la volonté et si on met ça en priorité, on peut le faire. Parce qu'il y a des gens, des cadres compétents qui sont doués en la matière pour le faire. Des cadres compétents qui sont parfois à l'université et qui s'occupent de leur recherche sans qu'il y ait véritablement un cadre de concertation avec
Bon, les acteurs qui sont dans la gouvernance environnementale. bon, ça, je ne peux Bon, pas aborder ça, c'est ce plan-là. Je sais de quoi je c'est parle. un peu l'impression qu'on a en fait. À l'université, il y a des chercheurs. Mais est-ce qu'il y a véritablement ce cas de concertation, de participation entre ces chercheurs et les cadres qui sont dans l'administration, qui sont sur le terrain? Est-ce que les recherches, les fruits des recherches sont exploités? Non, exploités? ça là, je dis non. Maintenant, je pense que avec l'actuel gouvernement, il y a quelque chose qui est en train de faire. On concerte un certain nombre de professeurs sur des projets et ce sont eux qui mènent. J'en ai vu. Et j'ai même vu ça à la télé. C'est le professeur Saint-Saint qui a même dirigé la séance là. J'ai vu au niveau de la mangrove de Togbenvel, là-bas, là. J'ai vu ça. C'est un projet, j'ai oublié le titre. Cette année, je l'ai vu. Hein, ils ont fait le truc là, ils ont montré à la télé, j'ai vu ça. Mais j'ai oublié. C'est sur les ressources, la mangrove à Togbe. Et ils ont mis en place quelque chose contre un foyer, les foyers solaires, pour que les gens n'utilisent plus les bois pour faire le sel. Donc, pour vous, il faut que le gouvernement soit plus à l'écoute des chercheurs à l'université pour que les propositions passent. C'est tout. Voilà. Si on peut avoir ces gens de concertation, bon, ils ont compris. Ils ont maintenant compris. Parce que j'ai suivi, il me semble que c'est dans le mois de février, il me semble, j'ai suivi à la télé. J'ai vu qu'ils sont en train maintenant d'insérer, de concerter avec les professeurs qui sont en la matière doués dans les domaines spécifiques là, pour pouvoir relever un certain nombre de défis sur le plan environnemental et surtout de la biodiversité. D'accord. Alors, donc, la question concerne donc, les zones humides. Il y a beaucoup d'autres questions aussi. Oui. On parle de l'éducation environnementale, on parle de l'application, des tests. Bon, concernant les routes, je pense que au niveau des places publiques, là, il va falloir faire des arbres de confort d'ornement des villes principales et secondaires. Ça veut dire quoi? Ça peut réduire un tant soit peu les changements qui surviennent à des moments donnés. La chaleur, ça peut réduire un tant soit peu la chaleur. Parce que vous voyez que nos villes sont désertées, il n'y a pas d'arbres, si bien que si la chaleur vient là, ça tape directement sur l'être humain. Ça manque de verdissement. Vous voyez, voilà. Il va falloir penser à ça. Et je pense que le ministre du cadre de vie est en train de faire ça. J'ai parcouru un certain nombre d'artères, de places publiques et d'artères là où ils ont fait des routes asphaltées là. Je pense que le ministre est en train de penser de mettre ces arbres là pour pouvoir orner un peu les villes. Parce que sans verdir un peu la ville là, vous voyez que ça ne peut pas donner grand-chose. Mais les insuffisances des plans de verdissement au Bénin... Bon, il n'y a pas d'entretien. Il n'y a pas d'entretien. Et on va encore en parler dans quelques semaines. Il va le faire. De la journée de l'arbre, le débat revient, mais après, tout le monde oublie. Et puis les plans qu'on met en terre. Vous voyez. Vous rappelez ce vaste projet de 13 MMA, c'est ça, 10 millions d'arbres, 10 millions d'arbres, qui a été remplacé en même temps à l'arrivée du régime actuel par le projet de rebasement intensif. Mais dans ce cadre du projet 10 MMA, qu'est-ce qui a été concrètement fait, par exemple? On n'a jamais eu le point, par exemple. Voilà, donc ça manque d'entretien quand on met les plans en terre, que ce soit au niveau des communautés décentralisées, les mairies et autres, qu'au niveau de l'État. C'est pour ça que j'ai compris que la décentralisation n'est pas encore effective au Bénin. Parce qu'il faut déléguer des rôles dans les structures, dans les communes, dans les arrondissements. Maintenant, si l'État met en place des plantes, il faut responsabiliser chaque commune et la commune responsable son CA pour le faire. Si le niveau de décentralisation n'est pas encore bien assis au Bénin, ça pose un réel problème. C'est pour ça que ces plantes-là, il n'y a pas d'entretien. Il faut que les trucs-là soient délégués à chaque commune et les communes délèguent ça aux arrondissements, au CIA, pour que ça soit effectif au Bénin. Donc ça, vous voyez que, bon, on cherche seulement dans les trucs là, et c'est après qu'on voit les retombées. Ça veut dire, on ne s'assoit pas pour bien réfléchir avant de mettre en place un certain nombre d'actions, et c'est après que ça a des revers.
Bon, c'est bien. Ou ça se fait dans les bureaux, c'est ça, non? Hein? Ça se fait dans le bureau? Ah oui. Et après, quand on descend sur Quand on le descend sur le terrain, c'est autre chose. il y a le déphasage. Ah oui, oui, ça là, c'est vrai. Ça là, c'est vrai. Même le directeur DGEC, là, lui-même a reconnu ça dans son intervention l'année passée, en décembre, quand Marcus Mutuellement a interviewé concernant les sages. Il a lui-même a reconnu ça. Parce que jusqu'à présent, la population béninoise n'a pas encore compris réellement le message que véhicule la loi d'abord. Et ce que veut réellement le gouvernement. Là, ça pose une réponse. C'est pour ça que ça tarde. Sa mise en application tarde. Et là, c'est pour ça que je parle de la sensibilisation à outrance. Quand j'ai parlé de ça, j'ai fait sortir un article sur ça là. Ils ont commencé par le faire. J'ai vu ça à la télé au moins une semaine, 2 semaines comme ça. Mais après ça, je n'ai plus vu ça depuis. Donc il faut sensibiliser beaucoup. Il faut sensibiliser beaucoup parce que la population béninoise là n'est pas encore dans cette posture pour pouvoir changer de comportement directement. D'accord. Donc sensibilisation mais également éducation. Éducation. Et sensibiliser et éduquer. Éduquer, ça veut dire quoi? Vous allez sur le terrain, vous sensibilisez les gens, en même temps, vous les éduquez. Soit vous faites une répression répressive, une répression timide. Et dans la répression timide, ce n'est pas pour saisir ou bien pour que les gens puissent payer des amendes pour leur marchandises. Mais vous leur faites peur et arrivez là-bas, vous les sensibilisez. Après, vous les éduquez. Ceci-là, ce n'est pas bon pour ta santé. Ce que tu fais maintenant, ce n'est pas bon. Acheter dans les sachets plastiques là et manger là, ça peut impacter ta santé. Par exemple, fais le fait avec les sachets plastiques là, avec le charbon. C'est pas bon pour l'odeur que ça. Il faut sensibiliser en montrant que ça impacte la santé de l'être humain. Parce que l'être humain a peur de la mort. Oui, oui, tout le monde a peur. Ça là, c'est vrai. Tout le monde a peur. Donc, si vous montrez réellement que ça peut impacter la santé, vous allez voir qu'il va commencer par comprendre. C'est lui-même, c'est la population même qui va commencer par laisser doucement, sans aucune répression. D'accord. Mais l'autre défi aussi à relever, c'est dans le domaine de l'application des tests. Alors, pourquoi cela pose souvent, généralement, problème? Bon, vous voyez. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que ça, c'est encore de la sensibilisation? Quand on vote des tests qu'on n'applique pas. L'application des tests, là, c'est pour dire quoi? Bon, moi, je suis, par exemple, dans le gouvernement, et j'ai un cousin qui a fait quelque chose de mal. On doit lui appliquer la loi. La personne appelle celui qui est dans le gouvernement, et en même temps, on instaure un ordre au commissaire ou bien à quelqu'un pour dire sortez-le. Vous voyez, il faut finir avec ça. Si on n'applique pas réellement les tests là, ça va poser beaucoup de problèmes. Si quelqu'un tombe dedans là, il faut appliquer. Mais on sent quand même une application rigoureuse des tests dans beaucoup de domaines. Bon. Ces dernières années, on a senti une forte application, le respect des tests, la fidélité aux tests, surtout sur le plan politique. On a vu beaucoup de partis qui n'ont pas pu, n'ont pas pu donc faire valider leur candidature et autres. C'est pour ça que dans mon article, j'ai précisé qu'il faut sans merci pour le domaine aussi, environnemental, la rigueur. Il va le faire. Il va le faire. Il veut prioriser chaque chose. Pour les 5 ans passés, là, il a priorisé plus la politique. Là, il voit que pour le domaine environnemental maintenant, pour les 5 ans qui va venir, vous allez voir, il va appliquer. Si quelqu'un tombe là, il applique. Dans le domaine de la lutte contre la corruption et l'impunité, il y a beaucoup d'efforts. Alors, mais au plan environnemental, pollueur-payeur, le principe, est-ce que... Le principe là, je l'ai précisé ça. Ça, c'est le premier point que j'ai précisé d'abord. Je les autres, si quelqu'un tombe là, si quelqu'un met en danger des infrastructures là, appliquez ça. Si quelqu'un tombe pour le plan environnemental là, une lutte sans merci là,
par exemple, les gens occupent les exutoires naturels des cours d'eau. Alors que c'est là que le cours d'eau, l'eau va passer pour pouvoir libérer le chemin aux gens. Et vous mettez des habitations là. Il faut dégager tous ces gens-là. Dégager tout ça. Si vous ne voulez pas dégager, négociez avec eux et faites une construction. Je leur ai même dit ça dans l'article. Faites une construction sur pilotis. Parce qu'il y a des quartiers à Cotonou là. C'est que c'est inaccessible là, pendant les saisons pluvieuses. Donc il faut définir des modalités type d'habitation, Type d'occupation. Exactement. Qui Oui, aura une sans- architecture voilà. Sans générale. gêner l'écoulement De l'eau. Par exemple, on peut faire des trucs là sur pilotis, mais pas avec des bois, mais avec des briques en béton. Mais qui aura une architecture générale pour pouvoir faire embellir la ville. Ça là encore, ça peut encore amener des devises pour notre pays. Moi, je vous jure, si jamais ils réussissent ça, je ne dis pas de faire ça pour tout. Essayez ça pour un quartier d'abord. Ils peuvent essayer pour un seul quartier. Mais après la libération des espaces publics à Cotonou, et surtout dans ce domaine des acteurs militants dans le domaine de l'environnement, ont souhaité d'ailleurs que ces exutoires occupés aussi dans plusieurs quartiers de Cotonou soient également bénéficient également de cette politique ferme de libération des espaces publics. Mais finalement, on ne l'a pas eu. C'est ça, je dis. Mon oncle est là-bas, donc on voit tout ça là. Par exemple, pour la première opération qu'ils avaient lancée en 2016, quand le président Talon est venu au pouvoir, je n'oublie jamais, c'était en novembre. J'ai participé à l'opération de la libération des espaces publics. Opération libération des espaces, j'ai participé à ça, franchement. Et j'étais avec, au niveau du cadre là, j'étais avec le ministre du cadre de vie. Puis on me dit que, bon, il faut le faire, ils ont Pourquoi réussi. ne sont pas allés plus loin? Oui, ils ont réussi, ils ont réussi, mais ils ont fait des victimes. Ils ont fait des victimes. Je suis d'accord qu'on doit libérer. C'est juste un peu de recul pour, ah oui, pour mieux bondir. Pour bondir. Ils ont réussi, mais ils ont fait beaucoup de victimes. Bon, moi, je dis, en même temps, on applique là, c'est pas bien. Il faut bien sensibiliser un peu avant de passer à la phase répressive. Les gens sont morts, beaucoup sont partis. Franchement. Oui, mais le drame, c'est que il y a des milieux humides qui continuent d'être occupés aujourd'hui illégalement. Il y a des comblements pas possibles. Les gens continuent malgré tout. C'est pour ça que j'ai insisté dans mon article pour qu'on décapite ces gens-là. Et si on décapite les gens-là, soit on leur propose une architecture générale et c'est l'État qui prend en charge. Ça veut dire que c'est un bail. On va faire un bail avec les propriétaires terriens. Vous comprenez? On fait une construction sur pilotis, mais avec béton. Et ça serait une architecture générale. Vous voyez, ça serait beau quoi. Et ça là, ça peut rapporter des devises pour notre pays. Quand les étrangers vont venir là, ils vont voir ça, franchement. Un peu comme les Gambiers qui sont aujourd'hui une attraction. Voilà, la Venise de l'Afrique là. Voilà. Vous voyez, non? Moi, je pense que le problème, on peut décaper. Mais au cas où on ne peut pas décaper ces gens-là, parce que ça va demander beaucoup de moyens, on peut leur proposer une architecture générale. On construit des trucs sur pilotis pour pouvoir amoindrir un peu, pour que l'eau puisse circuler, pour qu'on ait la paix au Bénin. La paix au Bénin. Docteur Landrick Estelle Brun, voilà, nous sommes au terme de cet entretien. Alors, en guise de conclusion, qu'est-ce qu'on retient? Chers autres, je le dis toujours, et le président Talon, qui prendra encore l'arène de la République. C'est ça. Dans quelques semaines, dans une semaine, il va dire, je les autres surtout, sur le domaine environnemental, à mener une lutte sans faille. Franchement. Parce que qui parle d'environnement, parle de terre. Et qui dit la terre, ça veut dire que ça peut impacter la santé humaine. Tout ce qu'on produit là, c'est sur la terre. Quel que soit le domaine là, énergie ou mine ou agriculture, dans tous ces domaines-là, c'est sur la terre qu'on produit tout ça là. Donc il va falloir mener une lutte sans faille
une lutte sans merci pour pouvoir booster et propulser notre pays, surtout sur le plan environnemental, aux normes internationales. Merci bien à vous. Merci beaucoup. Docteur Landry Castelbrun, vous êtes spécialiste en gestion de l'environnement, experte et bien sûr en gestion des zones humides, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Donc il faut une rigueur dans l'application des tests. Vous avez demandé au gouvernement, bien sûr, de revoir la lutte dans le cadre, la lutte menée contre l'utilisation ou l'interdiction de l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables. Pourquoi pas une rélecture intégrale et bien sûr du test? Il faut renforcer la sensibilisation et surtout contribuer à l'éducation environnementale. Les zones humides doivent donc être, la gestion doit être revue. Il faut valoriser ces zones humides. Plusieurs points de propositions assez pertinentes à l'endroit donc des cadres à l'endroit du chef de l'État et à l'endroit donc de ces cadres de toute son équipe pour une gouvernance environnementale réussie pour le prochain quinquennat. Patrice Talon qui va prêter serment le dimanche 23 mai 2021. Merci à vous et bon retour donc à vous dans votre laboratoire à l'université d'Abomey-Calavi. Merci.